Jacques de Maroussem, plus connu sous le nom de Jackie de Maroussem. La maison est tombée entre mes bras quand la dernière tante Leclézieux est morte en 1980, après une bataille de succession que seuls les Bretons savent mener. Le domaine a été vendu à 2 entrepreneurs, dont un Chinois. Et Leclézieux, dans son voyage à Rodrigue, dit cette maison est un vieux bateau rafistolé, c'est tout à fait ça. Elle est vouée à morcellement de promoteurs chinois. Alors la prophétie se réalisait, voilà, il nous annonce la couleur, il bulldoze le tout, ils vont bâtir 32 maisons. Heureusement qu'il y avait un franco-mauricien comme partenaire. Et je lui dis avec une boule dans la gorge, vends-nous ta première maison. 2 mois plus tard, coup de téléphone, je vais le voir pour voir le plan de lotissement et de développement. Et il me propose de racheter Eureka. Mais je n'avais pas un rond, c'est ma belle-mère qui était riche, c'était elle, la Leclézieux. Alors on a frotté le dos de la belle-maman et on a fait le mouvement. Alors la maison, c'est l'histoire d'une famille mauricienne, selon les époques et les étapes, comment je vais vous dire. Ce n'est pas un musée. On y vit. On sent le repas créole qui se cuisine dans les cuisines. On peut déjeuner sous les varangues. On a cette communion entre les planches et la pierre et l'immense servicité qui est déguisée en employé aujourd'hui, mais qui vous donne l'impression d'être à votre service. Alors on a toujours l'impression d'être des grands blancs, même si on travaille comme des esclaves. Et c'est pas plus mal. La maison Leclézieux, c'est Eureka. Le tabernacle de l'argent et de la roupie, du sucre et de la roupie, devrais-je dire, c'est Eureka. Alors dans cette Eureka, il y avait donc Eugène Leclézieux, qui est le chef juge, et Henri Leclézieux, qui est le président du conseil législatif, qui est un avoué plaidant, qui est un politicien puissant. D'ailleurs, on dit même que le gouverneur s'est arrêté à Eureka avant d'aller lire ses discours au Parlement, car il craignait les foudres du député de Moka. Moka, c'est le cœur de l'île, c'est très près du réduit, où le poumon de l'île, le poumon de l'île respirait, parce que le gouverneur habitait là. Et Leclézieux, probablement, ils tiennent la colonie pendant de nombreuses années. Dans la hiérarchie anglaise, il y avait le gouverneur, le chef juge et le président du conseil. Alors les 2 frères Leclézieux avaient des positions clés, et quand le gouverneur s'absentait ou n'était pas là, c'était les Leclézieux qui prenaient toutes les décisions, et je crois que même quand il était là, il prenait les décisions. Dites-vous qu'au moment où nous reprenons la maison, on ne sait vraiment pas quoi en faire, parce qu'elle est énorme, elle est compliquée, elle demande un entretien fou. Là, vous voyez le côté qui n'a pas encore été refait, mais l'autre côté vient d'être refait, et le charpentier, les peintres ne quittent jamais l'endroit. On ne sait pas ce qu'on va faire. Et ma belle-mère qui avait vécu dedans nous dit, si c'est une maison où on est malheureux, personne d'entre vous n'entre dans les enfants. Très bien. J'ai un ami, Didier de Senneville, qui traverse et qui me dit, faisons un musée, on va devenir bien riche. La patte du gain. La famille a accepté et on s'est lancé dans la maison qu'on a ouverte au public en 1986. Les Leclézieux ont crié au scandale, c'est de la prostitution. Mais un an après, le gouvernement nous a demandé de recevoir le duc et la duchesse d'York à déjeuner. C'était la 4e génération de Leclézieux qui recevait une 4e génération de la famille royale d'Angleterre.
demandé donc à Jacques Maroussem, heureux propriétaire de ces lieux, de nous faire une petite introduction justement sur ces lieux pour qu'on en connaisse un peu. L'histoire de Répa est longue. C'est une concession faite en 1754 à un monsieur reculé, un nom difficile à porter, qui fait faillite rapidement. C'était une époque où les colons français faisaient faillite tous les 6 mois ou tous les 3 mois selon une épidémie, un cyclone. Et forcément, baron sucrier, parce que vous savez ou vous ne savez pas, mais enfin, jusqu'à avant-hier, le sucre et la rôtie devaient plus sembler aux Mauriciens. Oui. Et le Clésio, dans toute sa puissance, fait aussi 17 enfants à l'arrière-grand-mère. Elle était solide. Et va racheter des parts de son frère, parce que l'autre est reparti s'installer en France. Il est allé s'installer en France, car sa femme était une étrangère pure et dure. Et à l'île Maurice, dans la communauté blanche, c'était assez compliqué de se faire admettre. Elle s'appelait Mademoiselle Akari, et ils repartent pour France, et ils vendent leur part dans Eureka, pour une somme assez ridicule, c'est en 1903, et c'est pour 4 000 €. Et entre-temps, le père cadet négocie avec son frère aîné le rachat de tout l'avoir de Clésio à Maurice. Ils font un voyage qui est supposé durer 6 mois à 1 an. En 1913, la guerre éclate. Alors ils passent toute la guerre 14-18 à Paris. 10 enfants, 6 sont mariés, les 5 sœurs, 11 enfants, les 5 sœurs, les autres gèrent un peu les affaires ici. Et j'ai lu la facture des messageries maritimes pour les périples Clésio. Et c'était 42 000 €. Alors, c'était assez étonnant. Il avait payé Eureka 4 000 et qu'il avait une facture de messagerie maritime de 42 000. Et au bas de la facture, parce que ma belle-mère a montré beaucoup de choses, elle l'a regretté par la suite, il y avait un item animal. Je ne sais pas si elle était chère, maman. Ah non, mon père voulait avoir son lait d'Eureka de Port-Louis à Marseille, on a embarqué 2 vaches. Il y avait les enfants, les petits-enfants, les nounous, les domestiques, un peu plein d'énormes. On prend à Paris. Et la guerre terminée, ils reviennent. Les accords sont passés avec le père aîné. Ce sont des gens très âgés. Et le frère cadet ne paye pas tout de suite. En 1920, il y a un boom sucrier colossal qui est un peu dirigé et mené par le Clésio au niveau de la vente. Les prix montent sur le marché de Londres et il réunit une première fois les sucriers, il a dit il faut vendre, ça monte, tout le monde, dans la bourse monte, tout le monde comprend être de plus en plus riche. Et ah non, allons apprendre. Et un soir, il réunit X nombre de sucriers, il leur dit ce soir je vends. Il était le chef de l'île de garde sucrière à Maurice et rares étaient ceux qui osaient plusieurs noms. Il va à la tête à Line et les sucres de l'île Maurice, dans la grande majorité, sont vendus aux Britanniques. Et le lendemain, le prix chute. Alors il devient, pour tous ceux qui avaient mangé avec lui, un dieu. Et lui, fort de ce pactole qu'il touche, plutôt que de faire la famille de son frère partager les sous, il leur fait un chèque pour l'accord qui était convenu. Et l'on dit que c'est ça l'arrêt qui est en travers de la gorge de l'écrivain qui lui donne matière à écrire, comme m'a dit ma belle-mère un jour quand je lui ai dit que le phare brillait de l'autre côté. Et à ce moment-là, cet arrière-grand-père fait un pacte infernal avec 5 de ses filles qui ne sont pas mariées. Il leur offre le quart disponible de sa fortune, puisqu'on se bat pour Johnny en ce moment, c'est tout à fait la même fonction. Il leur offre le quart disponible de sa fortune, dont Eureka. Il partage tout le reste de l'argent avec ceux qui sont mariés, à la condition qu'elles ne se marient pas. Et qu'au cas échéant, elles donnent à leurs sœurs qui ne se marieraient pas la part si par malheur ça arrivait. Alors, quand j'ai remarqué des croustillants, on a dit un jour, moi je ne peux pas résister à la chose. Elle se sépare à Simone et elle a épousé Édouard Langlois. Et puis elles se font des testaments les unes en faveur des autres. Je ne vous passe certains détails parce qu'ils sont croustillants. C'est ce qui a fait une ex-future belle-mère à moi de dire au moment de mes fiançailles, mon pauvre Coco, tu rentres chez les Borgiens. Et il en reste 2, Yvonne et Simone,
qui vivent ici, mais entre-temps, mon beau-grand-père, qui avait lui émigré, avait été s'installer à Paris. Au yeux à la grosseur de son sac d'or, il avait acheté le casino d'Anguin. Il fait faillite, mais la maison, qui elle aussi reste à Paris très longtemps, qui épouse son cousin, issu de Germain, mais enfin, ouais, d'après les petites histoires mauriciennes, c'est presque son demi-frère. Et revient s'installer à Maurice, avec toute la famille, mais un des frères de ma belle-mère, Fernand Le Clésio, qui vit ici, sans argent, mais il a l'ambition du cousin pauvre. Il va sentir l'île Maurice aujourd'hui arriver et il va oser l'horreur aux yeux des Blancs. Il s'associe à la famille Gajada au bâti actuel. Et dans cette démarche, il jette les bases d'une nouvelle façon de faire du Sud, l'association entre les Blancs et les Indiens. Les Blancs le détestent pour ça. On faisait même servir ce qui est devenu très à la mode aujourd'hui, tourisme maison, des petits gâteaux vivants et des samoussas quand on savait que le plaisir allait à côté. C'était pour lui rappeler sa mésalliance avec les Indiens. Mais lui disait, ce sont les maîtres de demain, il faut baptiser. Il avait raison. Il bâtit un empire sucrier colossal. Et comme l'arrière-grand-père, dans un accord non écrit, avait demandé à ses filles de léguer Eureka et le reste de la fortune à un petit-fils qui le mériterait, à leurs yeux, c'est l'oncle Fernand. Entre-temps, maman est revenue. Elle était une belle orgia. Elle est revenue et les tantes installent dans un petit pavillon bas des jardins. Et l'oncle Fernand, qui était son père aîné et aussi son parrain, descend les allées, vient voir tante Yvonne et lui dit « Je veux qu'il reine parte ». Mais enfin, Fernand, c'est temporaire. Et il lui sort une perle. Tante Yvonne, chez nous, le temporaire devient définitif. Pas bien. Il avait raison, on n'aura plus bougé. Et je retrouve une situation absolument prépondérante dans la colonie. Nous arrivons à l'indépendance et malgré son pacte avec les Indiens, il a peur. Il a tort, il a peur. En 65, il part Maurice. En 72, il décide de vendre tout ce qu'il a dans l'industrie sucrière à l'île Maurice. Et c'est le visionnaire qui est devenu aveugle. Il croit qu'on va s'écrouler. Corruption et gants. Nous avons tenu le coup. Ça a du bon dans une certaine mesure. Et là, il devient terriblement amer. Mais aux yeux de ses tantes, qui étaient très âgés, il est le Clésio qui mérite Eureka, surtout Eureka, qui ne doit pas faire l'objet d'un enseignement. Et quand tante Yvonne meurt en 1980, il est l'héritier. Ils ont 104 neveux, se partager le reste de la fortune. Elle brûle le chapeau au moment où elle écrit son testament. Elle écrivait à son chinois, Dupsun, et elle disait mon bon chinois. C'était impossible qu'une blanche de cette catégorie dise à un chinois mon bon chinois. Veux-tu m'envoyer les petits pois de toutes les couleurs? Alors, c'est que vraiment, ça avait commencé à tourner dans ces ménages, et certains cousins voulaient attaquer le testament. Et l'oncle Fernand, qui a non seulement été un homme d'affaires redoutable, mais avait été un légiste redoutable, comme dans la tradition de Clésio, savait jouer. Alors le maître Mégro, le notaire, réunit toutes les têtes blanches, ils sont tous en fourchette d'âge 70-90, et au Teuf Club. Il ouvre le testament, il dit là, Fernand Le Clésio est l'héritier, est-ce qu'il va accepter le lait ou pas? Alors, Mégro téléphone à Genève, vous étiez retiré, et avez-vous l'intention d'accepter le lait? Il avait 77 ans, et il balance à ses cousins, j'ai 30 ans pour réfléchir. C'était tout à fait lui. Le code civil vous donne 30 ans pour réfléchir quand vous recevez un lettre tiers, mais à 77 ans, c'était un peu foutant pour les autres. Mais il s'était dit, dès que les plus méchants verront l'argent et les actions partageables disponibles, parce que nous avions encore des droits de succession à ce moment-là, les Indiens n'étaient pas encore devenus riches. Dieu sait que nous avons mal fait les choses. On aurait dû avoir donné très tôt. Et la succession est réglée, les plus méchants prennent leur enveloppe et l'oncle Fernand prend un repas.
Et on se dit, il a un plan. Et pas du tout. Il chassait 66 habitants, on dirait que c'était un peu beaucoup, mais on vivait comme des rois. Il y avait un monarque qui portait les toasts, et François faisait les toasts. Samy brossait, et je ne sais qui portait la cire pour Samy brosse. En fait, c'était un truc extraordinaire. Mon ex-femme se faisait masser après le déjeuner par radio, dont la petite fille, vous avez retrouvé la petite fille Erika tout à l'heure, Linda, parce que Bonne Femme Radio avait été la lavandière de la famille, mais elle avait été employée toute petite pour chasser les oiseaux dans le potager. D'accord. Et elle touchait 5 sous par jour. Et c'était une esclave, mais dans une autre condition, parce qu'on l'aimait et elle nous aimait. Et donc, tout en fernant, c'est le rideau de fer qui tombe sur le regard. Et il va faire démolir la grande maison qui était là, qui était un palais magnifique, parce que ça c'est un garage. Et entre les anciens garages et les anciennes cuisines. Et on va mettre le regard sur le marché. J'ai déjà servi un cocktail au château d'en haut. Elle va débuter le dehors tout de suite. Et comme il n'y a pas de chinois, je vais retourner une histoire de chinois qui est un chef-d'œuvre. Les chinois sont les plus belles de Maurice. Tant si votre parent voyage avec 4, 5, 6 neveux. Et elle dit à l'oncle Jacques, le père Véronique le plus vieux, que vous connaissez sûrement tous, dont on doit habiter Eureka. Et Jacques, avec l'accent de mon cas, nous rendons le on va venir arriver dans la presse, et arrive un chinois, et quand Sylvain n'est pas encore parti, on comprend à la porte de Sylvain, elle sort. 30 j'ai un client content de tout, il a une grosse revers. Elle vient chinois. Dans mon auto, j'ai envie de l'abîmer dehors. Quand on va goûter après le balançon dans la gueule du chinois, on va donner un robot, et il dit au chinois, je vais vous dire en créole, c'est tellement cocasse, bourrez mon garçon, laissez-moi dire un peu où est venu. Alors, on a vendu l'auto chinois et c'était pas plus mal. Alors, l'oncle Fernand est l'héritier d'Eureka, il prend le domaine, il le met en vente. Mais là, il y a beaucoup de tension à ce moment-là. Et l'île Maurice est au point de la vague. Et les gens hésitent. Son homme d'affaires à Maurice, on a appelé M. Valette, on disait Valette d'abord. Et essayer de trouver des clients. Et nous faisons une offre, parce que le notaire nous dit faites une offre, il va vendre. Refusé catégoriquement, plus un membre de la famille sur Eureka. C'était son but. Et un jour, l'écrivain va écrire dans Brian Rodrigues, cette maison est la maison de Ravisolé, elle est vouée à harcèlement pour le promoteur chinois. Arrive ici Loïs Levieux et Alex Francine, et nous disent nous avons acheté Eureka. Bravo. Qu'est-ce que vous avez tout? Et nous bâtissons 32 maisons. Très bien. Alors, avec une boule dans la gorge, je dis à Loïs Levieux, pour nous, ta première maison. Entre-temps, les architectes défilent. Et 2 mois plus tard, son neveu, qui s'occupait de son agence immobilière, me téléphone et me dit viens voir tonton Loïs, il va vendre Eureka. Précipite. Et l'autre avait une magasia. Tu veux acheter Eureka? Sans avant. Et il me sort 2 fois et demi le prix qu'ils avaient payé 2 mois auparavant. Je lui dis, mais on n'a pas. Il me dit, quand on a, on ne pense pas. Je lui dis, toi tu peux, nous on ne peut pas. Alors là, il me sort une paire, je vois qu'avec même de l'Alzheimer, je pourrais vous raconter la chose. Tu as une belle-mère riche. Mais en 85, l'île Maurice était au point de départ. Ton industrie sucrière ne valait rien. Et je savais que belle-maman avait une tirelire cachée à Genève. Alors je me retrouvais mon beau-père qui, comme moi, il se dévissait. Et nous étions psychologiquement dans le même camp. Et je lui disais, voilà, Loïs le vend, on va faire mal à l'argent. C'était le grâce, la Loïs. Les coups de fouet de jardin n'avaient pas encore porté leur fruit. Et de fil en aiguille, j'essaie de l'emmener, je l'ai en Suisse, et finalement, il s'aime. Et il y a un argent tyranne. Alors, on va voir maintenant. C'est d'abord. Et là, le gendre et le beau-père comme des lapins en foire. Nous prenons l'avion, nous partons pour Genève.
puisque vous êtes des Français, je vais tout vous dire. Nous nous arrêtons au numéro 8 rue du Roy, comme M. Cahuzac. Et nous avons enlevé la Syrie à telle maman que nous pardon, nous faisons des vols pour l'Américain. Et puis, pour faire vivre l'Américain, ça a été un drame parce que la fortune avait éclaté en 104. Et donc nous nous sommes orientés avec la grande maison vers le tourisme. Et ici, il restait des bouts de pavillons à droite et à gauche. Et mon père a eu l'intelligence de mourir, j'ai eu quelques sous. Et mon ex-femme voulait recevoir. Nous avons fait venir un architecte qui a d'un trait de plume dessiné mes pièces, elle a 25 ans. Mais il m'a fait acheter une maison qui se faisait démolir. Alors nous avons mis les pierres, les colonnes, les portes, les fenêtres. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans du vieux, mais ce n'est pas du vieux. Et nous avons construit cette maison. Et au moment de la résidence qui a été un feu d'artifice comme un mariage, après 24 ans de souffrance sur le confort, j'ai emporté la mise car j'ai créé une société qui s'appelle la Société Marin et Puits, et j'ai été plus malin qu'elle. Donc j'ai conservé la maison et la moitié du jardin, et elle a eu la moitié. Alors voilà la petite histoire de Régla, et aujourd'hui je suis un esclave, parce que c'est ma passion, je suis consentant et je bosse tous les jours. Voilà.